Bonjour, bienvenue dans cette présentation d'une thématique chère à la naturopathie, à savoir l'alimentation, qu'on appelle en naturopathie la bromatologie. Alors, effectivement, ce diaporama est le premier d'une série que je vais partager avec vous, consacrée à l'alimentation. Et bien sûr, la question qu'on va se poser, c'est qu'est censé manger l'être humain? Et oui, parce que lorsqu'on voit, vous voyez ici en haut, la profusion de propositions en la matière, de régimes et de modèles alimentaires en tout genre, on peut se poser la question, il y a parfois de quoi ils perdent son latin. Si vous allez régulièrement dans les librairies, ben vous constaterez, ou même sur Internet, qu'il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait au moins 3 ou 4 ou même plus de livres qui paraissent sur le sujet. C'est à n'en plus finir et à ne plus savoir à quel sein se vouer. Alors, je suis Gilles Donguy, l'animateur du blog La naturopathie en clair. Et en tant que titulaire du DU Alimentation, Santé, Micronutrition de l'Université de Bourgogne, que praticien en naturopathie et médecine chinoise, y compris diététique chinoise, eh bien, je vais essayer de vous donner quelques éléments pour revenir à des fondamentaux. Donc, je vais me baser un peu sur mes connaissances et mon expérience en la matière. Je ne suis pas le seul à prétendre le faire, et je ne prétends pas détenir toute la vérité sur le sujet, mais on va quand même essayer de déblayer le sujet. C'est parti. Alors, bien sûr, nous sommes là dans la vidéo d'introduction qui sera peut-être un petit peu plus longue que celles qui vont suivre, mais c'est pour la bonne cause. C'est un sujet, donc l'alimentation, qui est à prendre avec des pincettes, car, comme je vous l'ai dit, on a profusion d'informations, de livres, d'articles, de magazines et de sites Internet consacrés au sujet, avec des sources, enfin des auteurs en tout cas de diverses horizons. Ça peut être aussi bien des nutritionnistes, des médecins, des naturaux, des diététiciens, des journalistes et ainsi de suite. Alors au-delà de ce constat, j'ai envie de vous citer la phrase de Robert Masson, de feu Robert Masson, qui fut un de mes maîtres en naturopathie. Dans son livre La diététique de l'expérience, justement, il dit « Il n'y a pas en ce monde un homme capable d'expliquer le devenir exact d'un repas dans l'organisme vivant. » Ben oui. Malgré toute notre science de la biochimie humaine, on est loin d'avoir, on va dire, tout expliqué. C'est pour ça que, personnellement, j'aime bien avoir cette double approche, on va dire, des approches traditionnelles, holistiques, qui ne tiennent pas compte de ces notions de biochimie, et en même temps l'approche plus scientifique, plus réductionniste au bon sens du terme, de la nutrition moderne. Et je pense que c'est l'association des deux qui peut nous aider à être plus pertinents dans nos choix alimentaires, en tout cas dans nos concepts d'une alimentation saine. Alors, il y a pléthore de systèmes, et là, je vous propose une diapo où ces systèmes sont classés en deux grandes catégories. Les systèmes un peu équilibrés, où à la limite, on peut dire qu'on peut manger un peu de tout, mais selon des modalités différentes, et les systèmes restrictifs, exclusifs, dont on parlera après. Alors, bien sûr, nous avons notre diététique officielle, à savoir celle qui est adossée au plan national nutrition santé, celle qui est enseignée à nos titulaires de BTS ou DUT de diététique. Très bien. Vous avez l'Otinotrophie, ça c'est le système proposé par Robert Masson, mais qui est relativement dans une logique similaire, mais avec quelques nuances. Vous avez la méthode Montignac, maintenant qu'on appelle surtout le régime IG, basé sur l'index glycémique. La chrononutrition de Labos, Weight Watcher, bon, c'est une approche pour maigrir, mais bon, le végétarisme, attention, le végétarisme, c'est pas que des végétaux, c'est aussi des sous-produits animaux avec les œufs et les produits laitiers, et éventuellement du poisson, ça va dépendre des obédiences. L'approche par l'équilibre acido-basique, la diététique chinoise fait partie de ces systèmes équilibrés entre guillemets. Le nouveau Atkins, là on est plus dans les régimes hyperprotéinés. La méthode Senialet, c'est plutôt le régime paléo. Voilà, il y en a des tas comme ça, je vous laisse compléter la liste, il y en a certainement plein d'autres. Et puis les systèmes exclusifs, avec la macrobiotique, quoique la macrobiotique, on pourrait la mettre entre les deux parce qu'il y a différentes approches dans la macrobiotique. Mais ensuite, vous avez le crudivorisme,
Manger cru, bon. Le végétalisme, alors là, c'est pour le coup, c'est aucun produit animal, avec son extrême qui est le véganisme, où là, même les chaussures ou les vestes à base de produits, ou les vêtements à base de produits animaux sont prohibés. Bon. Vous avez le menu hygiéniste. Alors là, en gros, c'est un mouvement radical qui prône une alimentation basée sur le fait qu'on devrait manger comme les singes, tout simplement, comme les chimpanzés, végétal, et beaucoup de fruits. Bon. Le régime dissocié, alors c'est Shelton qui a développé ça sur la base des travaux de Hay, H-A-Y. En gros, bon, l'exemple typique, c'est ne pas associer au même repas des protéines animales et des féculents. Bon, on en reparlera parce qu'il y a différentes nuances dans le régime dissocié. Tous les régimes amaigrissants, évidemment, là, il y a tout ce qu'on veut. Les régimes hyperprotéinés, donc là, on focalise vraiment sur les protéines, jusqu'au régime cétogène, hein, par exemple, l'instinctothérapie, et ainsi de suite. Je vous laisse compléter la liste à loisir. Il y a de quoi faire. Bon, cela dit, il faut qu'on garde à l'esprit aussi une notion qui est celle des zones bleues. Vous savez, partout dans le monde, on a identifié des zones bleues où vivent des peuples dits de longévité, puisque les gens qui vivent là, pour la plupart, arrivent centenaires, voire super centenaires, c'est-à-dire jusqu'à 110 ans et plus. Et bien sûr, vous avez déjà entendu parler des Hunza, des Crétois, d'Okinawa, Vilcabamba, Campo d'Imel, les îles grecques de Simi, et ainsi de suite. Il y en a plein comme ça, enfin plein, un nombre relativement important, où les personnes sont en bonne santé jusqu'à un âge avancé. C'est-à-dire que non seulement ils arrivent à 100 ans ou même plus, mais ils arrivent en bonne santé, c'est-à-dire en pleine possession de leurs moyens. Donc ça pose question. Et bien sûr, on en tiendra compte dans notre approche de ce que c'est qu'une alimentation saine. Bien sûr, on peut supputer que leur cadre de vie est idéal, leur mode de vie également, et leur alimentation très certainement très saine. Les pyramides alimentaires, alors vous voyez, celle du Plan national nutrition santé fait la part belle aux céréales. C'est peut-être là et aux produits laitiers, bien qu'il ait évolué, hein, puisque maintenant, en 2022, c'est plus 3 produits laitiers par jour, mais 2. Vous voyez, les choses évoluent. Harvard, c'est Walter Willett, le nutritionniste connu de cette université, où il met à la base surtout l'activité physique, et on a quand même, on est plus modéré sur les céréales. Le régime crétois, la nutrition.fr, bon, voilà, ce sont tout, en fait, un régime alimentaire, un mode alimentaire peut être représenté sous forme d'une pyramide. Ça donne une vision globale, hein. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Petit passage là-dessus. Alors, avant de continuer, il faut quand même bien préciser l'objet de cette conférence. C'est vraiment axé sur la nutrition, ce qu'on appelle la bromatologie en naturopathie. Alors, diététique et nutrition sont des termes qui portent parfois à confusion parce que, étymologiquement parlant, la diététique, c'est l'art des restrictions alimentaires. Mais bon, c'est vrai qu'en Occident, on utilise ce terme pour parler de l'alimentation, la nutrition étant plus focalisée sur les nutriments et les micronutriments, donc ce qui nous nourrit. D'accord ? Donc, les deux sont un petit peu liés. On ne va pas trop rentrer dans les détails à ce niveau-là. On va parler globalement, nous, de l'alimentation santé. Donc, on ne parlera pas, même si l'alimentation peut en être à l'origine, des carences qui supposent la prise de compléments alimentaires. Ce sera l'objet d'une autre conférence, d'autres diaporamas que je partagerai avec vous. Et on ne va pas parler non plus du cas où l'alimentation inadéquate va entraîner de la toxémie, des toxines dans le corps, des toxiques, où là, on pourra faire appel aux diètes, au jeûne et au drainage, à la détox, comme on dit. Hein, voilà. Donc, ce n'est pas l'objet ici. L'objet, c'est vraiment centré alimentation. Mais on en parlera aussi, bien sûr, dans une autre série de diaporamas que je partagerai avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Ah, c'est la question qu'on entend des fois dans les ménages, hein, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Eh bien non, là, ce n'est pas la question vraiment ça, c'est plutôt qu'est-ce qu'on est censé manger. Est-ce qu'on est fondamentalement omnivore? Ça, c'est la thèse, on va dire, la plus courante, hein, c'est celle qui est admise par le Plan national nutrition santé, et par nos nutritionnistes, et par nos diététiciens. Est-ce qu'on est plutôt végétalien? Est-ce qu'il faut manger cru? Est-ce qu'on est plutôt fait pour manger beaucoup de fruits et de végétaux?
Les débats font rage à ce sujet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous sommes opportunivores, parce que je vous l'ai déjà dit, l'homme mange en fonction de son climat, de son lieu d'implantation sur Terre, et en fonction des époques. Hein. Et sans doute n'a-t-il pas été assez, parfois, surtout récemment, ou ne l'est-il pas encore, locavore et saisonivore, mais ça évolue puisque maintenant on a les circuits courts, hein, on a les AMAP, on est sensibilisé au fait de préférer les aliments de saison et ainsi de suite. Alors, est-ce qu'on est omnivore? On va essayer de répondre à cette question. Grâce à ce tableau, en partie grâce à ce tableau qui est tiré du site hominidé.com. Alors là, on constate, ce tableau peut diviser en deux, les 3 premières colonnes à gauche et ensuite les 2 colonnes suivantes. Pourquoi? Parce que là, on passe dans l'ère du néolithique, c'est-à-dire il y a environ 12 000 ans, hein, avec le développement de l'agriculture et de l'élevage. Avant ça, eh bien, l'homme se nourrissait essentiellement de plantes, tubercules, racines et de produits animaux, peu ou prou, en quantité variable selon les lieux et le climat. Avec le néolithique est survenue une révolution, celle de l'agriculture et de l'élevage, et donc l'introduction dans notre alimentation en quantité récurrente et importante de céréales et de produits laitiers. C'est quand même ce qui nous a permis de développer notre civilisation. Hein. La sédentarisation associée à tout ça nous a permis de développer les villes, les cités et finalement notre civilisation. Donc, attention, hein, il ne s'agit pas de dire que c'est quelque chose de pas bien, mais on fait déjà le constat. Hein. Et aujourd'hui, ben, cette propension céréales produits laitiers, elle est toujours là, avec ces dernières décennies l'apparition d'un fléau, entre guillemets, qui est celui des sucres rapides en excès. Toutes ces sucreries, confitures ou sucres cachés dans l'alimentation qui sont assez délétères, hein, et ça on en parle régulièrement hein, dans les médias. Voilà. Donc ça c'est aussi un phénomène qui est relativement récent. Hein. Et on a beaucoup moins de fibres hein, qu'avant par rapport à vous voyez, ce qu'il y avait ici au niveau des plantes et des tubercules. Voilà, bon, au-delà de ces considérations, ce qu'on peut constater, c'est que l'homme a toujours, que ça plaise ou non, consommé des produits animaux, peu ou prou. On veut dire que le fait de consommer des produits d'origine animale fait partie de la physiologie humaine. On ne peut pas dire que l'homme est fait pour ne manger que des végétaux, ce n'est pas vrai. L'homme est tout à fait adapté à manger des produits animaux. Après, la question, ce sera de quelle qualité et en quelle quantité. Voilà, donc ça, c'est un premier aspect. Donc, sur cette base-là, déjà, on peut quand même dire que l'homme est relativement omnivore. Évidemment, omnivore, ça veut dire par rapport à des aliments qui sont comestibles, parce qu'on n'est bien sûr pas adapté pour manger du bois ou des morceaux de ferraille. Hein, on est bien d'accord. Alors, les adeptes du dire ben non, on n'est pas fait pour manger de la viande, on est fait pour manger des végétaux, des fruits et ainsi de suite, nous sortent régulièrement ce tableau qui est très intéressant d'anatomie comparée entre les vrais carnivores qui sont donc les félins par exemple, les chiens, les tigres, les lions, etc., hein, qui ont un estomac très fort, un tube digestif très court, et des dents et des griffes adaptées à ce régime. Hein. C'est clair. Et puis, vous avez les herbivores qui ont plusieurs, souvent 3 ou 4 estomacs, d'accord hein. Donc, on n'est pas du tout fait non plus pour manger comme les herbivores. Hein. Et puis, on a les singes et l'homme. L'omnivore, donc ce serait par un exemple le porc hein, ou le sanglier. Bon, nous ne sommes pas des cochons, hein, enfin, quoique certains mangent comme des cochons, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, effectivement, quand on regarde la comparaison entre le singe et l'homme, eh ben, bon, on est des quadrumènes, hein, des quadrupèdes. On a les ongles, c'est pareil. On a, voilà, la dentition est quasiment similaire, et ainsi de suite. On dit, bah oui, bah, effectivement. Et le singe, là, on vous dit, alors c'est là qu'il y a le bas blesse, le singe vit de fruits et de noix. Bon, on se met ça de côté. Et l'homme devrait faire pareil. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'argument des végétaliens. Hein. Bon,
très bien, mais on va voir que ça ne suffit pas pour aller aux conclusions, parce que ce tableau est incomplet. Pourquoi? On va le voir dans la diapositive suivante. Tout d'abord, nous ne sommes pas des singes. Heureusement. Hein, bon, j'ai rien contre les singes, ils sont très proches de nous, mais nous ne sommes pas des singes. Et d'ailleurs, nous ne descendons pas des singes, ou des chimpanzés, si on veut être plus précis, parce que c'est vraiment les chimpanzés, ce sont eux qui sont les plus proches de nous, on partage une grande majorité de notre patrimoine génétique avec eux. Bon. Mais les singes, on a un ancêtre commun, mais le singe, c'est une flèche qui va à gauche, c'est le genre Pan, et l'homme, c'est une autre flèche qui va à droite, c'est le genre Homo. Donc, nous ne descendons pas du singe, même si on a un ancêtre commun, et le singe, lui, descend de l'arbre, ça c'est clair, mais vous connaissez la blague, bien sûr. Donc, première chose. Deuxième chose, il y a deux aspects à considérer. Un aspect qu'on oublie, c'est que le chimpanzé, donc on parle d'animaux qui vivent dans la nature, où seuls les plus aptes survivent, seuls les plus vitaux survivent. Hein, la nature est impitoyable. Et on oublie de dire que dans le régime alimentaire du chimpanzé, il y a des protéines animales. Le chimpanzé ne se nourrit pas que de noix et de fruits, c'est faux. Il se nourrit aussi de quelques feuillages ou de racines, mais surtout il se nourrit de protéines animales. À l'occasion, il peut manger des petits mammifères, des œufs, des insectes. C'est avéré, ça. Le gorille, moins. Mais on est plus éloigné du gorille que du chimpanzé. Le chimpanzé, c'est celui qui est le plus proche de nous. D'accord ? Alors, donc, il ne faut quand même pas oublier, dans le petit tableau, là, de préciser que, voilà, il y a aussi des protéines animales. Et ça, on l'oublie. C'est bien dommage. Hein. Si on veut être objectif, il faut tout mettre. Première chose. Ensuite, dans la nature, le singe, lui, est mobilisé, son cortex est mobilisé sur, enfin, son énergie vitale est surtout mobilisée sur le végétatif. C'est-à-dire, voilà, le fait de survivre dans la jungle ou dans la forêt et de digérer, de manger, etc. Il a moins de sollicitations au niveau cérébral. Hein. Il n'a pas le stress de l'homme moderne qui travaille, qui prend le métro, boulot, dodo. Et nous, on est mobilisé surtout sur le cerveau. Et on a beaucoup moins d'énergie pour la digestion. Alors, bien sûr, ça s'est traduit dans notre évolution par le fait qu'on a commencé à cuire nos aliments pour les rendre, entre guillemets, plus digestes. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui, ça. Hein, ça date de 500 millions, voire 500 000 ans, voire 1 million d'années qu'on fait du feu et qu'on cuit les aliments. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que le tube digestif du chimpanzé est inversé par rapport à celui de l'homme. C'est-à-dire que chez le chimpanzé, le gros intestin est beaucoup plus long, jusqu'à 6 mètres, que chez l'homme, où il fait 1,50 m environ. Et l'intestin grêle, inversement, est plus court. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le chimpanzé est beaucoup plus apte à digérer des végétaux et à les fermenter dans son gros intestin, puisqu'il est plus long, tout simplement, ce qui n'est pas le cas de l'homme. Voilà, donc tout ça, ces considérations, ma foi, chacun y verra ce qu'il veut bien y voir, mais ça nous permet de dire déjà que oui, effectivement, l'homme est relativement un omnivore, même si dans son milieu d'origine, c'est-à-dire l'Afrique en climat équatorial, il était plus apte à manger des fruits et des végétaux. D'accord ? Parce que le climat lui permettait de le faire. Mais pour la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas dans un milieu équatorial et on ne peut pas, certes pas, on en parlera plus loin ou dans les prochaines diapos, se nourrir exclusivement de fruits et de végétaux sans, pour certains d'entre nous, avoir des problèmes. Alors, considérons maintenant que aussi, on n'a jamais mangé la même chose sur Terre et selon le climat. Et ça me fait l'occasion de vous parler d'un certain Weston Price, qui est un dentiste qui a arpenté le monde pour étudier les peuplades isolées, et il a constaté une chose, c'est que dans leur milieu d'origine, avec leur alimentation d'origine, ils avaient une vitalité éclatante, avec une dentition parfaite des mâchoires solides. Et il a aussi constaté que quand ces peuples étaient envahis par l'alimentation moderne, avec des produits raffinés, transformés et ainsi de suite, eh bien, ils dégénéraient de ce point de vue-là. Problèmes dentaires, problèmes de mâchoire et ainsi de suite.
Donc, ça nous donne quelques indices, ça aussi, sur ce que doit être une alimentation saine. Et bien sûr, le facteur, ce n'est pas ce qu'on mange, c'est peut-être la nature de ce qu'on mange, la qualité de ce qu'on mange, puisque sur les îles Gaïliques, ils ne mangent pas la même chose que par rapport aux aborigènes d'Australie, et ainsi de suite. Et c'est vrai aussi pour l'époque de longévité dont on a parlé tout à l'heure. Ils ne mangent pas tous la même chose. Et pourtant, ils ont une santé éclatante. Bien, alors la malbouffe, eh bien, c'est un sujet récurrent. Marianne en avait fait le titre d'un de ses numéros en 2014. Ce n'est pas d'aujourd'hui, hein. Je me souviens, adolescent, avoir lu le livre de Joël de René qui s'appelle La malbouffe, justement. Ça m'avait un petit peu marqué à l'époque. Et donc, c'est un sujet qui est redondant. Alors, maintenant, avant de finir cette introduction, il faut aussi parler de mais quels sont les enjeux d'une alimentation correcte. Eh bien, ils sont de deux ordres, plus ou moins liés. D'abord, il faut prévenir, grâce à l'alimentation, on peut prévenir de nombreuses maladies, parce qu'effectivement, beaucoup de maladies trouvent leur origine dans une alimentation inadaptée. Bon, les médecins et les nutritionnistes vous le diront, hein, beaucoup de diabète, de diabésité, comme on dit, on trouve leur source dans une alimentation inadaptée, une hygiène de vie également délétère. Bon. Senialet, qui a écrit le livre L'alimentation ou la troisième médecine, classait les maladies en trois grandes familles. Un, les maladies d'encrassage, c'est-à-dire tout ce qui s'accumule dans le corps, tous les kystes, les tumeurs, voilà, les masses, les lithiases, l'artérosclérose, les dépôts d'athérome. Hein. Alzheimer est classé là-dedans également. Vous avez ensuite les maladies d'élimination qui sont plus spectaculaires parce qu'elles s'extériorisent avec les colites, les problèmes dermatologiques, hein, les psoriasis, l'acné, l'eczéma et ainsi de suite. Et vous avez les maladies auto-immunes que Senialet qualifiait plutôt de xéno-immunes parce que pour lui, elles étaient induites par un xénobiotique qui déclenchait la réaction auto-immune et ensuite, ce qui faisait que par analogie, le système immunitaire s'attaque aux propres tissus de la personne concernée. Et là, vous trouvez donc la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques, et ainsi de suite. Alors, Henri Joyeux, qui a bien connu Senialet, lui, il dit, mais non, on ne devrait même pas parler de l'alimentation, la troisième médecine, mais l'alimentation, la première médecine. Ce n'est plus ni moins que ce que disait Hippocrate de Cos, hein, avec que ton aliment soit ton premier médicament. Hein, voilà, la première médecine. Bien. Le deuxième enjeu, c'est la préservation du potentiel digestif et de la barrière intestinale. Alors, on sait bien qu'avec l'âge, les personnes âgées digèrent moins bien. Pourquoi? Parce que leur potentiel enzymatique a diminué. Leurs enzymes digestives sont moins efficaces et en moins de quantité. Et là, on a des problèmes d'estomac ou de gastrique, non pas par excès, mais plutôt par manque de capacité digestive. C'est ce que les Chinois appellent le feu digestif. Et en diététique chinoise, on est très vigilant à conserver ce feu digestif. Et une mauvaise alimentation peut le perturber, c'est clair. Ensuite, vous avez la barrière intestinale, c'est-à-dire le lieu d'assimilation qu'est l'intestin grêle, au niveau de la muqueuse de l'intestin grêle. Cette barrière doit être intègre et une mauvaise alimentation peut la perturber, peut la distendre. Et donc, on a des trous qui se font entre les cellules, entre guillemets, je schématise. Et ça s'appelle à ce moment-là l'intestin poreux ou le syndrome de l'intestin poreux ou le leaky gut syndrome en bon anglais. Donc là, c'est très ennuyeux parce que quand il y a des brèches comme ça dans la barrière intestinale, eh bien, il y a des molécules indésirables qui peuvent pénétrer dans le sang et déclencher donc toutes ces maladies qu'on a vues là-haut, notamment les maladies auto-immunes. Voilà. Donc, voilà l'enjeu de l'alimentation. Au-delà de l'enjeu majeur qu'il faut garder à l'esprit, c'est que pourquoi est-ce qu'on mange? Eh bien, on mange pour fabriquer de l'énergie. C'est ce qu'on a chez nous, donc en biologie, on appelle ça l'ATP, l'adénosine triphosphate, pour fabriquer de l'énergie de façon à faire fonctionner notre corps, nos muscles et nos organes et notre cerveau. Voilà, c'est pour ça qu'on mange. Après, la dimension sociale, etc., c'est un autre aspect, mais on mange fondamentalement pour fournir de l'énergie à notre système organique. Une source d'énergie, en tout cas. Alors, donc là, on focalise sur l'alimentation, mais bien sûr, la santé, ce n'est pas que l'alimentation. Sur ce diaporama, je vous montre deux approches, occidentale et orientale. Occidentale, j'ai choisi avec l'approche de Robert Masson, le carré de la santé.
l'alimentation, bien sûr, l'exercice physique adapté, le sommeil de qualité et en quantité suffisante, et la sérénité, c'est-à-dire la gestion du stress, la maîtrise des troubles émotionnels et ainsi de suite. Côté chinois, Yang Shen Fa, ça veut dire nourrir la vie. C'est un parallèle de la médecine chinoise, on va dire, hein, développe 7 savoirs, à savoir manger, évidemment, savoir respirer, bouger, donc ça peut rejoindre l'exercice physique, se reposer avec le sommeil et les phases de repos, se conformer au cycle de la nature, hein, c'est-à-dire les périodes de la journée, les saisons et ainsi de suite, savoir maîtriser son esprit, donc là aussi, c'est-à-dire maîtriser un petit peu ses émotions, son stress, etc. Et savoir faire l'amour, mais attention, voilà, c'est pas dans le sens de savoir d'être un as du Kama Sutra, non, non, c'est savoir avoir une sexualité bien comprise, équilibrée, bonne pour la condition physique et bonne pour l'état psychologique. Parce que dans ce domaine, le trop, c'est pas bien, le pas assez, c'est pas bien non plus. Mais bon, c'est un autre sujet. Alors, pour continuer et finir, voici une pyramide qui s'appelle la pyramide des besoins selon Maslow, qui est un sociologue, hein, et vous voyez qu'il y a deux grandes catégories, les besoins primaires et les besoins secondaires. Le primaire, ben, c'est simple, c'est l'avoir, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir à manger, besoin physiologique, hein, notamment l'alimentation, et un besoin de sécurité, c'est-à-dire un endroit où se retirer, donc c'est le logement tout simplement, hein, et où on se sent en sécurité. Au-delà, bien sûr, même lorsqu'on sort dans la rue ou autre, ce besoin d'être en sécurité par l'organisation de la société. Ça, c'est la base. Et après, vous avez les besoins secondaires qui s'appuient sur cette base pour émerger. Hein. C'est le besoin d'appartenance, donc les relations sociales, hein, familiales, amicales, etc. Besoin d'appartenir à un groupe. Le besoin d'estime et de réalisation, là, c'est donc l'individu qui, par sa vie, sa profession ou ses œuvres, va se distinguer et avoir l'approbation et l'estime de ses pairs. Voilà. Bien sûr, tout ça ne sera pas possible si la base de la pyramide n'est pas correctement assise. Hein. C'est clair. Et il est évident que pour les SDF, ces besoins primaires eh bien, sont mal, bien sûr, assumés. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Encore heureux qu'il y ait le SAMU social et ainsi de suite. Mais bon, il est clair que quand on est SDF, eh ben, c'est difficile de monter là-haut. Hein. D'accord ? Voilà. Donc l'alimentation fait partie de ces besoins fondamentaux. Et donc, on a intérêt à ce qu'elle soit le plus adaptée possible. Allez, pour finir, quelques adages. Avaler le médicament et négliger la diète, c'est détruire la science du médecin. Un proverbe chinois qui n'est pas malicieux, pour une fois. Ben évidemment, hein, vous aurez beau prendre des médicaments, si vous mangez n'importe quoi, n'importe comment, la situation risque de ne pas s'améliorer. Celui qui ne sait pas manger correctement n'est pas capable de vivre. Sun Xi Miao, c'est un grand médecin chinois. Et plus près de nous, Jean Rostand, mieux vaut un bon menu qu'une ordonnance. À table. Alors, voilà pour cette introduction. Dans la prochaine diapo que je partagerai avec vous, je vous parlerai du pilier numéro 1 d'une alimentation santé, à savoir l'alimentation doit être naturelle. D'ici là, je vous souhaite un bon appétit si vous êtes à table ou si vous allez passer à table. Et je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous donc pour cette prochaine vidéo très bientôt.